Bonjour, on se retrouve donc comme prévu pour la correction du DM que je vous avais donné sur les capteurs. Donc les trois premiers petits exercices, on les avait donc traités en classe, mais je vais quand même vous faire un petit rappel de comment traiter ces exercices, si au cas où je mettais un exercice de ce type dans le devoir de l'évaluation qui aura lieu la semaine de la rentrée. Ça nous permet de déterminer à travers un petit texte et puis un organigramme le type de détecteur à mettre en place dans un système pour donc faire le captage de différentes informations. Le premier, c'est on veut détecter le passage de personnes au travers de portiques dans un accès quelconque, métro, grand magasin. Et donc on veut contrôler le passage des personnes. Donc Télémécanique a développé un algorithme qui permet de faire donc le choix d'un capteur et de se poser des bonnes questions afin de déterminer le détecteur à mettre en place dans le système. On vous dit, est-ce que l'objet est solide? Bah oui, l'être humain est solide, donc on continue tout droit. Est-ce que le contact avec la personne est possible? C'est un peu gênant, moi je pense, d'être en contact avec pour la détecter, la personne. Donc on va répondre à la question par non et arriver, est-ce que l'objet est métallique? Eh bien non, l'objet n'est pas métallique. Donc est-ce que la distance entre l'objet et le dispositif de détection est supérieure à 15 mm? Bien oui, donc deux capteurs possibles. Un capteur photoélectrique, donc émission de lumière et détection par rupture de faisceau, ou alors rebond d'ultrasons, utilisation de l'ultrason, rebond d'ultrasons et mesure de quelque chose dans une distance plus courte. Donc si on regarde, le dispositif le plus le mieux ici dans le système serait plutôt le photoélectrique, car les ultrasons peuvent être dérivés s'il y avait du vent. Imaginez un couloir de métro, on avait parlé de vent, ou alors la présence d'animaux qui pourraient être dérangés par ces ultrasons. Donc un photoélectrique. Deuxième exercice, on veut détecter des pièces métalliques qui se déplacent sur un tapis roulant. La distance entre les pièces est d'environ 3 mètres. 3 cm, excusez-moi. Si je repasse à travers l'algorithme, l'objet est solide. Est-ce que le contact est possible? Bon, on pourrait penser que oui, mais le mieux, c'est de répondre non. L'objet est-il métallique? Bah, bien sûr qu'il est métallique. Est-ce que la distance est inférieure à 60 mm? Oui, on a 30 mm. Est-ce que l'espace de montage est important? On voit qu'autour du tapis roulant, bah, l'espace peut être important. Donc on a affaire à un détecteur de type inductif, donc un dispositif qui émet un champ magnétique et qui, lorsqu'un objet métallique rentre dans ce champ magnétique, détecte une modification du champ magnétique et détecte la présence d'un objet métallique. Exercice 3, un dispositif qu'on trouve dans nos ateliers qui est un Charlie robot équipé d'une mèche qui tourne à grande vitesse et puis donc qui est dangereuse et d'un capot qui, lorsque le capot est fermé, autorise la mise en rotation de ce dispositif de mèche. Donc on vous demande l'objet est-il solide? Bien sûr. Est-ce que le contact est possible entre le capot et le bâti? Bien sûr qu'il est possible. Est-ce que la masse de l'objet est supérieure à 500 grammes? On peut imaginer, vu la grosseur de la machine, que c'est supérieur à 500 grammes. Est-ce que la vitesse de passage de l'objet devant le détecteur est inférieure à 1,5 m par seconde? Bah, je pense, 1,5 m par seconde, ça va déjà très vite. Est-ce que la fréquence de passage est inférieure à 1 Hz? Est-ce qu'on ferme moins souvent que tous les secondes le capot? Bien sûr que oui. Donc, le détecteur de proximité de position électromécanique est le plus adapté, plus communément appelé le fin de course, un petit interrupteur qui se ferme quand on appuie dessus ou qui s'ouvre. Ensuite, si on regarde les exercices qui suivent, l'exercice nommé exercice 4, lui, est tiré d'un sujet de bac aux alentours des années 2010 et il permet de faire l'étude. Donc on va simplement faire l'étude d'un petit dispositif. On a un petit bout du sujet de bac, deux questions, qui font l'étude d'un dispositif permettant de mesurer la vitesse d'un train. Donc un système, le train est équipé de deux codeurs incrémentaux sur ses roues, d'un dispositif qui s'appelle un trace, qui est toute une partie électronique qui mesure donc les informations provenant de ces capteurs, envoie une commande à une aiguille mécanique pour indiquer la vitesse du train et un système de retour d'opposition d'aiguille pour contrôler la bonne position. On vous explique que les capteurs incrémentaux qui se trouvent donc ici, eux sont des capteurs incrémentaux dont la résolution est
de 360 points, c'est-à-dire une résolution de 360 impulsions par tour. On vous donne la forme des signaux, qui sont donc des signaux carrés, qu'une impulsion, c'est la durée TC, que pour faire un tour, on a 360 fois TC avec A qui vaut 360, là, donc 360 impulsions, 360 périodes. On vous dit que le train est équipé de roues qui font 796 mm, que dans le cahier des charges, on ne veut pas que l'erreur affichée sur l'aiguille, ici, soit différente de plus de 5% de la vitesse réelle de déplacement du train. On vous donne une image sur laquelle le chronogramme a été zoomé, donc la partie de départ a été zoomée. Ces petits dispositifs montrent là que ça veut dire coupé, c'est-à-dire que si on devait représenter 360 périodes, c'était pas possible, donc ça c'est temps interrompu, hein. On vous donne donc 3 périodes du signal, le départ ici, et on vous dit que l'indicateur de vitesse a indiqué 24 km/h. Et on vous demande de déterminer en pourcentage l'erreur d'acquisition de la vitesse et que valider que le codeur est correct. Donc la première chose à faire, c'est de se dire, eh ben, avec les paramètres qui me sont donnés, il faut que je recalcule la vitesse réelle de déplacement du train. Puisque là c'est la vitesse indiquée par l'indicateur. Donc pour redéterminer la vitesse, il va falloir se dire 300 impulsions par un tour. Je vois que à la vitesse où il roule, là, la période qui est donnée d'ici à ici vaut 1 milliseconde. Donc j'ai 360 millisecondes, A fois TC fait 360 millisecondes. Donc pour faire un tour, je fais 360 millisecondes. Donc si je veux le nombre de tours par seconde, je fais simplement 1 seconde divisé par 0,36. Et si je divise 1 seconde par 0,36, je vais, donc c'est des calculs qui sont donnés un peu ici, je vais retrouver 2,66 tours par seconde. C'est 2,66 tours par seconde. Si je les multiplie par la longueur pour faire un tour, j'aurai le nombre de mètres par seconde. Donc il me suffit de calculer le périmètre en utilisant la formule pi-d. Donc 3,14 fois les 796 mm, on obtient donc 2,50 m de tour de roue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un tour, on fait 2,50 m. Donc si je multiplie les 2,66 par les 2,50 de tour de roue, je vais avoir une vitesse en mètres par seconde, puisque j'ai des tours par seconde, des mètres par seconde, vous êtes bien d'accord. Une fois que j'obtiens cette vitesse, je peux la mettre en km/h en la multipliant par 3,60. Vous allez trouver 25 km/h, ce qui n'est peut-être pas donné ici. Là, c'est la durée d'une impulsion. Ensuite, une fois que vous aurez obtenu ça, que vous aurez calculé ces 200, que vous avez 25 km/h, il suffira de calculer l'erreur en disant je calcule l'erreur en disant j'ai la vitesse réelle moins la vitesse affichée sur la vitesse réelle, donc 25 moins 24 sur 25, vous allez trouver exactement de 4%. 4% d'erreur, on acceptait 5% d'erreur, donc eh ben, le choix de ce codeur incrémental est le bon, le nombre de points est correct puisqu'on a une résolution de 4% à la place de 5%, autorisé au maximum. On vous explique ensuite, on vous demande dans la question suivante de justifier le choix d'un afficheur à retour d'information. J'ai été coupé, excusez-moi. Le système trace permet donc, avec, comme je disais, un signal qui va commander donc un moteur permettant de déplacer l'aiguille jusqu'ici, et si cette aiguille se déplace, un autre capteur renvoie la position de l'aiguille pour être sûr, donc pour être en sécurité, pour être sûr que l'indication donnée est bien celle que l'on a envoyée sur la commande, qu'il n'y a pas une erreur, un blocage d'aiguille, etc., etc. Donc, je vous rappelle qu'on est dans un train, donc système de sécurité doublé pour permettre la sécurité des voyageurs. Comme dans les avions, tous les capteurs sont doublés. D'ailleurs, vous voyez bien que les capteurs d'entrée, les deux codeurs incrémentaux, sont eux également doublés pour être sûr que si l'un tombe en panne, on vérifie tout le temps ce qui se passe avec le deuxième. Donc, voici. On va passer donc à l'exercice suivant. Donc on a traité cet exercice type bac. On arrive donc, l'exercice suivant est un exercice issu, alors je vais bien le remettre, issu lui d'un E3C. E3C étant une évaluation en classe de première normalement pour les élèves quittant la SI et qui a été abandonnée, hein. Donc j'ai issu ça d'un des examens. On vous explique que l'on est sur un rameur. Le rameur, donc appareil sportif permettant de s'entraîner à faire
de ramer comme les gens qui font de l'aviron, donc pour se préparer, ou alors en salle de sport, pour simplement travailler eh ben, les bras et puis d'autres muscles du corps. On vous explique qu'à l'intérieur il y a un treuil et sur ce treuil on peut régler donc la force de maintien du treuil et en plus dessus est appliqué un système de mesure donc de l'angle quand on va tirer sur cette corde. Plus on va avoir réglé fort eh ben, les choses, on va dire la force à tirer, moins on pourra tirer sur le système. Donc on vous donne un tableau, on vous donne plein d'informations ici en vous disant que bah, le système est fait avec une mesure d'angle, donc il y aura un potentiomètre à cet endroit-là, et que tout ça est relié, donc on va générer une tension de sortie qui va être reliée à un microcontrôleur à travers un convertisseur numérique analogique, et puis que eh ben, l'alimentation se fait entre 0 et 5 volts, que les degrés mesurés sur le capteur d'angle vont de 0 à 240, que le convertisseur analogique a 10 bits. On vous donne un tableau et on vous demande, première question, indiquer si le capteur est utilisé sur l'intégralité. Ben, on voit bien que le capteur est utilisé en position 16 jusqu'à 184 degrés, il a possibilité d'aller à 240, donc il n'est pas utilisé sur la totalité de sa plage. En B, on vous demande de donner la résolution de mesure en degrés induite par la numérisation du signal étant le convertisseur analogique numérique. On voit bien que eh ben, pour une valeur de 240 degrés, on aura le maximum au niveau du convertisseur analogique numérique. Ici, on aura 1023. Donc, il nous suffit de diviser ces 240 degrés par le nombre de combinaisons possibles qui correspondent au 1023, donc 2 puissance 10 moins 1. Là, il n'est pas marqué moins 1, mais si vous mettez 2 puissance 10 qui fait 1024 ou 2 puissance 10 moins 1, vous tomberez exactement sur le même chiffre qui correspond à 0,23 degrés, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y aura une variation de 1 à la sortie ici, on aura une variation d'angle de 0,23 degrés à l'entrée. Ensuite, on vous demande de remplir eh ben, le tableau qui se trouve ici, les différentes valeurs de tension à l'issue de notre treuil, à la sortie du capteur relié au treuil. Eh ben, il suffit de faire une règle de proportionnalité, hein, c'est-à-dire que 240 degrés égale 5 volts, 0 degré égale 0, et puis bah, vous faites une règle de proportionnalité et vous trouvez que pour 12 degrés vous avez 0,25 volts et pour 184 degrés vous avez exactement 3,83 volts. On vous demande ensuite de calculer les nombres décimaux issus eh ben, de la partie on va dire du codage analogique numérique, et pour trouver ces valeurs eh ben, il vous suffit également de faire une règle de 3 entre la valeur ici qui est de 1023, donc pour 12 eh ben, vous allez trouver une valeur de 51 et pour une valeur de 184 vous allez trouver 700, si je ne me trompe pas, 784 pour le nombre correspondant. Donc ça, c'est une règle de 3 pour trouver le fonctionnement. Voilà ce petit exercice. On a parlé un peu de la conversion analogique numérique dans les projets actuellement. On reviendra dessus en cours d'année, soit en fin de cette année, soit en début de l'année prochaine, pour bien synthétiser cette connaissance. L'exercice qui suit est un exercice qui lui est basé sur une mesure de vitesse de vent à l'aide d'un petit anémomètre, l'anémomètre à coupelle. Anémomètre à coupelle qui est donc un petit dispositif comptant 3 coupelles, un axe. Au bout de cet axe, on a disposé un disque à encoche, 12 encoches sur ce disque, on vous dit. Ce disque encoche est plongé à l'intérieur d'un dispositif émetteur-récepteur de lumière, et on va bien comprendre que lorsqu'il y a une encoche ou pas, et ben, à la sortie du dispositif électronique de ce capteur, et ben, on va avoir un signal carré qui va sortir et qui va être proportionnel à la vitesse de rotation, bien sûr, des coupelles qui se trouvent ici. On vous donne au départ une caractéristique donnant la vitesse de rotation des coupelles au-dessus en fonction de la vitesse du vent, et on vous demande de montrer que eh ben, ceci peut se mettre de la forme vitesse de rotation de la coupelle est égale k fois la vitesse du vent. On voit bien que c'est linéaire, donc grossièrement le k, elle passe par 0, donc pas d'ordonnée à l'origine. Il suffit de calculer k qui correspond au coefficient directeur de cette droite, de prendre un point quelconque et de refaire un calcul et d'obtenir, eh ben, par exemple si vous mettez à la valeur 5 ici, on voit bien que pour la valeur 5 on a 25, donc 5 divisé par 25, on a 0,2 tours par mètre. Puisque ici on a des tours par seconde, ici des mètres par seconde, la division des deux donne bien des tours par mètre, l'unité du coefficient directeur est en tours par mètre et c'est 0,2.
On vous donne une représentation du signal issu à la sortie du capteur ici, pour une certaine vitesse. On vous dit qu'il y a deux périodes, on voit bien qu'il y a deux périodes. Hein. Une première période se trouve ici, une deuxième période se trouve là. On voit que la durée de la période, on vous demande de relever la valeur de la durée de la période, elle fait 40 millisecondes, cette durée de période qui est ici. Donc 40 millisecondes, puisque l'unité est en millisecondes, et on vous demande donc donner la valeur de la période et les données, et donner la relation entre la vitesse de rotation et la période. On voit bien que on a 12 fois cette période pour faire un tour, donc c'est le même exercice que sur un codeur incrémental. On a 12 fois t pour un tour, donc il nous suffit de diviser une seconde par 12 périodes pour obtenir la vitesse de rotation. Vous êtes bien d'accord que si on divise donc une seconde ici par 12t qui correspondent au temps d'un tour, on a bien le nombre de tours par seconde. Si, bien sûr, la période est exprimée en secondes. Et on vous demande de montrer que la vitesse peut s'exprimer, donc là, cette fois-ci, la vitesse du vent peut s'exprimer à 1 divisé par 12 kt, k étant le coefficient calculé ici, et t la période du signal. Donc il suffit de récupérer cette formule qui dit que n égale kv, de prendre la formule que vous venez de trouver ici, que n est égal 1 sur 12k, de les égaler tous les deux, puisque c'est tous les deux la vitesse de rotation des coupelles, et vous aurez kv est égal 1 sur 12kt. Transformation de la formule, vous trouverez tout de suite que v égale 1 sur 12kt. Si v est en mètres par seconde, t est en secondes forcément. Une fois que vous aurez fait ça, il vous sera simple de recalculer pour la période de 40 millisecondes en faisant très attention de passer celle-ci en secondes. Donc si vous rentrez ceci dans la formule, vous allez mettre 1 divisé par 12 fois les 0,2 qu'on avait trouvé, fois les 0,04 qui correspondent aux 40 millisecondes, et vous allez trouver 10,41 mètres par seconde. Pour le passer en km/h, il sera tout simple de le multiplier par 3,6. Je vous rappelle que pour passer en kilomètres, il faut diviser par 1000, pour passer en heures, multiplier par 3600. Donc les secondes, donc il faudra donc multiplier par 3,6 et vous obtenez 37,5 km/h. Voici pour ce exercice. Un dernier petit exercice sur les capteurs de température et puis nous aurons fini. On vous donne un montage constitué d'un pont diviseur dans lequel on a intégré une CTN, une résistance fixe et un générateur de tension constante 5 volts. On vous demande qu'est-ce qu'une thermistance? La CTN est une thermistance, on vous dit. Thermistance est un composant électronique dont la résistance varie en fonction de la température. Que signifie le terme CTN, coefficient de température négatif, ce qui veut dire que la résistance diminue avec la température. Et à quoi sert le code des couleurs sur la résistance? Donc je vous ai donné un peu la définition de ce code des couleurs. Elle donne la valeur de la thermistance à 25 degrés. Si on vous donnait les valeurs des couleurs marron, noir, orange, si vous faites une lecture du tableau, vous allez trouver que la résistance vaut donc 10 kΩ à 25 degrés. On vous demande à 25 degrés cette fois-ci de calculer la tension de sortie du montage, application du pont diviseur, tension d'alimentation de la maille multipliée par la résistance aux bornes de laquelle je veux la tension sur la somme des résistances de la maille. La résistance de la CTN vaut 1000 ohms puisqu'on a 25 degrés. La résistance fixe vaut 10 000 ohms, excusez-moi. La résistance fixe vaut 1000 ohms. Le générateur vaut 5 volts. On trouve 4,54 volts. Je vous rappelle la formule donc, du pont diviseur appliqué à ce circuit, parce qu'on vous demande ensuite de tracer l'évolution de la tension en fonction de la température. On avait donné à votre disposition la caractéristique de la CTN qui était là. Donc pour tous les points de valeur de CTN, là, il fallait recalculer la valeur de la tension à travers le pont diviseur. Si on voulait se faciliter la chose, ce qui est bien pour nous des fois de se faciliter, de trouver le moyen d'obtenir le plus rapidement le résultat, on pouvait rentrer dans Excel une colonne dans laquelle on allait mettre tous les points de température qu'on avait sur notre caractéristique précédente, relever les valeurs de CTN correspondantes, appliquer une nouvelle colonne dans laquelle je mets la formule donc qui était donnée ici, qui est 5 fois la résistance de la CTN qui est là, divisé par la résistance de la CTN plus 1000 valeurs fixes de résistance placées dans le pont diviseur. J'obtiens des tensions évoluant de 4,9 à 2,1. Je lui demande de tracer la courbe à Excel. Il me trace une courbe qui est de ce type. Elle n'est pas tout à fait linéaire. On n'a pas une réponse linéaire. Mais on pourrait trouver l'équation de cette courbe assez facilement avec Excel, qui nous donne donc la tension de sortie en fonction de la température qui est en bas ici. Voilà, pour moi, je vous ai donc donné la correction de l'exercice et je vous souhaite une bonne révision et à mercredi.